Voilà, comme ça l'enregistrement fonctionne. Voilà, bonjour à tous. Donc nous continuons les différents chapitres du Q2. Donc après le gros chapitre sur l'électromagnétisme, et puis celui petit à petit sur des petits domaines comme la fois passée sur l'optique, sur la radioactivité. On va suivre le numéro, c'est-à-dire les différents numéros associés aux différents fichiers que vous avez sur l'université virtuelle, et nous allons parler aujourd'hui de la chaleur. Effectivement, la notion de chaleur a été comprise et formalisée, je dirais, entre le XVIIIe et XIXe siècle, et reliée petit à petit à la théorie de M. Newton, c'est-à-dire à de la mécanique classique, celle que vous avez étudiée, le F égale ma, la notion de travail, de moment angulaire et de conservation de la quantité de mouvement. Et donc effectivement, avec la modélisation sous forme d'atomes et l'existence du fameux nombre d'Avogadro qui dit combien de molécules on a, combien d'entités on a, que ce soit des molécules ou des atomes, par mole de constituant, nous avons 6,022, 10 exposant 23 éléments, c'est-à-dire que chacun de ces éléments Monsieur, a... excusez-moi, on ne voit pas vos diapos. Oui. Ah, on ne voit pas mes dias? Ah, Non. je vais recommencer, excusez-moi. Sharing, voilà. Et maintenant, vous voyez ici simplement Oui, la c'est bon. température. Ok, Ok. merci beaucoup. Donc, je disais une mole, qui est l'unité fondamentale, rappelez-vous, dans le système international. La mole désigne la quantité d'objets en considération, et donc effectivement une mole d'atomes ou une mole de molécules ou une mole d'électrons correspond à ce fameux nombre d'Avogadro 6,022 10 exposant 23 objets. Et donc effectivement, on se rend bien compte que qu'on devrait a priori étudier l'équation du mouvement de chacune de ces entités, et donc on devrait étudier l'équation 6,022 10 exposant 23 équation de mouvement. On peut tout de suite comprendre qu'on ne va pas faire cela comme ça, même si effectivement aujourd'hui, grâce aux outils numériques, bien, on peut simuler l'interaction d'une quantité, non pas de moles, bien entendu c'est encore excessif, mais un micronième ou un nanonième, un nanomole, une nanomole en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut quand même simuler une quantité impressionnante de molécules en interaction. Mais quoi qu'il en soit, vu la quantité impressionnante de molécules, eh bien, on va plutôt introduire des concepts statistiques, c'est-à-dire qu'on va plutôt s'intéresser, puisque ces objets ont une vitesse, ont une position, ont une accélération, ont des forces d'interaction, eh bien, plutôt que de s'intéresser à ce qui se passe individuellement, on va s'intéresser à ce qui se passe collectivement, c'est-à-dire, comme je le dis, on va introduire des concepts moyens, des forces moyennes, des vitesses moyennes, des quantités de mouvement moyennes, des énergies moyennes, etc. Et par exemple, si j'examine ce qui arrive lorsqu'une molécule vient frapper une paroi, donc j'ai ici une molécule de masse m animée d'une vitesse Vx qui vient frapper une paroi, et je considère ici le cylindre qui a une section S. Est-ce que vous voyez tous le curseur bouger ici pour désigner les différents éléments sur la dia? Oui, on voit bien. Parfait. Je vais juste peut-être l'augmenter de taille de telle façon à ce que, voilà, à ce que le curseur soit plus visible. Donc je peux effectivement m'intéresser à une masse qui est en mouvement avec une vitesse Vx et à me demander, par exemple, quelle est la quantité de ces molécules de masse m animées d'une vitesse Vx qui viennent frapper cette surface S. Eh bien, pendant un certain temps delta t, forcément, comme ces molécules ont une vitesse Vx, eh bien, tous ces molécules qui se trouvent à une distance Vx fois delta t, eh bien, toutes ces molécules sont venues frapper la surface S pendant le temps delta t. Et donc, je peux calculer le volume qui vient de frapper cette surface
Et ce volume, c'est un cylindre, donc c'est la base fois la section. La base, c'est Vx fois delta T, okay, et la section vaut S. Donc le volume, c'est S Vx fois delta T. Le volume me permet de déterminer quelle est la masse des particules qui viennent frapper, puisque je n'ai qu'à multiplier le volume par la masse par unité de volume, ρ, et j'aurai donc la masse qui vient frapper la surface S pendant la durée delta T. La quantité de mouvement, évidemment, c'est la masse fois la vitesse. Et donc, la quantité de mouvement, bien, la masse qui est ici, ρ S Vx delta T, multipliée par la vitesse de déplacement de ces molécules. Maintenant, j'ai introduit un demi parce que je me dis que les molécules ne vont pas toutes évidemment vers la gauche, il y en a aussi qui vont vers la droite, de telle façon à ce que la vitesse moyenne de ces particules soit nulle, puisqu'en moyenne, si vous regardez l'atmosphère qu'il y a par exemple dans une pièce, bien, en moyenne, cette atmosphère ne bouge pas. Le centre de masse de l'ensemble de ces molécules reste fixe, en moyenne. Et donc, il est clair qu'il y a une partie qui va venir vers la gauche frapper la paroi, et la moitié, je décide que c'est la moitié pour que ce soit symétrique, qui va frapper la paroi de droite. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est la paroi que j'ai dessinée, c'est-à-dire la paroi de gauche. Donc, la quantité de mouvement qui vient frapper la paroi est la masse, ρ S Vx delta T, fois la vitesse avec laquelle on vient frapper, c'est-à-dire Vx, divisé par 2. Le divisé par 2, c'est pour la masse, puisqu'il n'y a que la moitié de la masse qui vient frapper cette paroi. Alors la force, qu'est-ce qu'elle vaut? Par définition, rappelez-vous, la force, c'est la variation de la quantité de mouvement divisée par la durée. C'est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Or, que va faire cette particule? On a déjà fait cela en mécanique. La particule qui est là a une masse très très petite par rapport à la particule de la paroi. Donc, elle va venir rebondir sur la paroi. Elle va repartir avec la même vitesse. Et donc, la variation de la quantité de mouvement est 2 fois la quantité de mouvement. Donc, 2 fois ρ S Vx divisé par 2 fois delta T. Divisé par la durée du choc. Or, la durée du choc, c'est delta T. Et donc, la force qui s'exerce sur la paroi est simplement la masse par unité de volume, multipliée par la section, multipliée par le carré de la vitesse de ces particules. Or, cette force divisée par la surface est ce qu'on appelle la pression. Il existe une force exercée par la surface sur ces molécules, de telle façon à ce que les molécules rebondissent. De même, troisième loi de Newton, il existe une force de ces masses sur la paroi. Cette force divisée par la surface sur laquelle agit cette force nous donne la pression. Et donc la pression vaut la force divisée par la surface grand S. Il me reste ρ Vx au carré. Donc en fait, la notion de pression dans un gaz ou dans un liquide ou dans un solide d'ailleurs, la pression est simplement une mesure de la force liée aux différents chocs, c'est-à-dire à la variation de la quantité de mouvement due à un choc de la molécule ou des atomes sur la paroi. Et ici, la paroi, c'est la paroi du récipient qui contient ces molécules, ou les murs, ou simplement un bocal, ou de façon générale, une surface complètement fictive. On n'a pas besoin d'avoir une véritable surface matérielle. Il existe bien une force ici qu'on appellera une force de pression, ou une pression, ce qui est beaucoup plus clair, puisqu'il n'y a pas le mot ambigu force de pression. C'est une pression, c'est-à-dire une force par unité de surface qui s'exerce sur la paroi, et cette force est égale à la masse par unité de volume par le carré de la vitesse avec laquelle les molécules viennent frapper cette paroi. Évidemment que ces molécules n'ont pas toutes une vitesse dans la direction X, elles ont des vitesses dans toutes les directions, Vy, Vz, etc. Donc, l'analyse statistique que je ne ferai pas, mais que vous pouvez comprendre intuitivement, l'analyse statistique vous dira que la pression exercée n'est pas ρ fois la carré de la vitesse, mais ρ fois la moyenne du carré de la vitesse divisé par 3. Alors la moyenne ici est désignée dans ce cours par des crochets, donc le crochet plus petit et plus grand, qui entoure une grandeur. Donc c'est la vitesse au carré
Attention, la vitesse au carré, c'est Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. Il s'agit bien de la norme au carré de la vitesse. Eh bien, lorsqu'on fait une analyse statistique détaillée de ces impacts, ce qui a été fait entre autres par le même Maxwell qui a modifié et qui a écrit les équations de l'électromagnétisme, entre autres, eh bien, on peut démontrer que la distribution statistique de ces vitesses fait que la pression sera égale à ρ multiplié par la valeur moyenne du carré de la vitesse divisé par 3, puisqu'il y a 3 directions possibles de l'impact. Et comme la masse par unité de volume n'est rien d'autre que le nombre de particules fois leur masse divisé par le volume, on arrive à une équation extrêmement simple qui dit que la pression est égale à ρ fois la valeur moyenne du carré de la vitesse divisé par 3. Comme ρ, c'est le nombre de particules fois la masse du particule divisé par le volume, on a donc la pression dans cette structure où les molécules sont en mouvement libre. Eh bien, la pression, c'est le nombre de particules fois la masse d'une particule divisé par le volume, multiplié par un tiers, multiplié par la vitesse, par la moyenne du carré de la vitesse. Or, qu'est-ce que c'est que mv carré? Eh bien, c'est évidemment 2 fois l'énergie cinétique moyenne de la particule, puisqu'une particule a une énergie cinétique qui est 1/2 de petit m fois v carré. Donc, si je fais passer le volume de l'autre côté, je vois que dans un milieu dans lequel les particules sont en mouvement libre, eh bien, la pression multipliée par le volume doit être égale à 2/3 du nombre de particules fois l'énergie cinétique moyenne, c'est les doubles crochets ici, d'une particule. Or, on reconnaît là une équation que les physiciens avaient découverte bien avant, qui est ce qu'on appelle l'équation des gaz parfaits. Les gaz parfaits, effectivement, sont des structures dans lesquelles les molécules de ce gaz, comme par exemple l'oxygène, O2, ou l'azote, N2, ou même la molécule d'eau, H2O, lorsqu'elle est en vapeur, eh bien, se comportent effectivement comme des particules libres. Vous voyez ici que je n'ai pas parlé du fait que la particule de masse m animée d'une vitesse v, qui vient frapper la paroi, pourrait être en interaction avec sa voisine, puisqu'il y a des forces électromagnétiques entre ces particules. J'ai complètement négligé toutes ces forces d'interaction. Je vais donc parler ici d'une situation idéale où les billes sont en interaction uniquement lorsqu'il y a des chocs, c'est-à-dire un gaz dit parfait. Et donc, on connaissait l'équation des gaz parfaits à l'époque, avant de faire de la physique statistique, d'appliquer les lois de Newton au monde atomique. La pression fois le volume était égale au nombre de moles fois une constante R qu'on appelle la constante des gaz parfaits et qui vaut 8,340 joules par mole et par Kelvin. Et le nombre de moles n'était rien d'autre que le nombre de particules divisé par le nombre d'Avogadro fois R fois T. Si on regarde cette loi, qui est une loi expérimentale, et qu'on la relie à une analyse théorique de l'impact des particules sur une paroi, on voit tout de suite évidemment que l'énergie cinétique moyenne des particules n'est rien d'autre qu'une mesure de ce que les physiciens avaient appelé la température. Et donc, on a une démonstration en quelque sorte, ou en tout cas une monstration, une indication que l'énergie cinétique moyenne des particules en mouvement est égale à 3,5 fois la constante des gaz divisée par le nombre d'Avogadro, multiplié par ce que les physiciens avaient appelé la température. Ce qui veut dire que la température, et donc tout ce qui va suivre, la chaleur, etc., n'est rien d'autre qu'une mesure de l'énergie cinétique des particules. La constante R est une constante, le nombre d'Avogadro est une constante. Eh bien, lorsqu'on calcule la division de R par le nombre d'Avogadro, on obtient une autre constante qui est fondamentale et qu'on appelle la constante de Boltzmann et qui est notée K indice grand B. Et elle vaut 1,38 10-23 joules par mole et par Kelvin. Donc la température est une mesure d'énergie, d'accord, d'énergie cinétique des particules, une mesure de la valeur moyenne, puisqu'on ne peut pas analyser l'énergie cinétique individuelle
de chaque particule. Donc la température est une approximation moyenne du mouvement, de l'énergie du mouvement des particules. De même que la pression est une valeur moyenne de la force qui va résulter sur la paroi de toutes ces molécules. Donc la pression, aussi bien que la température, sont donc deux notions moyennes dues à la quantité impressionnante de particules que l'on a dans une mole. Donc l'énergie cinétique moyenne dans un gaz parfait, rappelez-vous, c'est quand je ne m'intéresse pas du tout à l'interaction des molécules entre elles, je dis simplement qu'il n'y en a pas, c'est 3,5 de la constante de Boltzmann fois la température. Attention, la température est toujours mesurée en Kelvin. Si vous mettez la température T égale 0, l'énergie cinétique moyenne est nulle. Comme l'énergie cinétique est positive, cela veut dire que si une valeur moyenne est nulle, c'est que toutes les particules ont une énergie cinétique nulle, c'est-à-dire qu'elles sont toutes immobiles. Donc la température de 0 Kelvin se comprend, elle a été déduite de la loi expérimentale PV égale nRT, d'accord, où on a montré que l'échelle des degrés centigrades ou degrés Celsius ou Fahrenheit qui sont abandonnés est une échelle arbitraire et que la seule échelle physique, c'est pour ça que c'est elle qui est introduite dans le système international, est le Kelvin, tel qu'à 0 Kelvin, qui correspond à moins 273,16 degrés centigrades ou degrés Celsius, eh bien, à cette température nulle, il n'y a plus d'énergie cinétique, c'est-à-dire les particules sont immobiles. Alors, il faudra attendre le milieu du XXe siècle, avec la mécanique quantique qui va rentrer dans le détail des équations du mouvement des particules, pour montrer que les équations du mouvement des particules n'obéissent pas à la loi de Newton en première approximation, c'est-à-dire que si je néglige tous les effets quantiques, eh bien je retrouve bien entendu les lois de Newton, mais dans le détail, les lois de la mécanique quantique vont expliquer le mouvement des particules élémentaires, entre autres des électrons et des atomes, et là on va pouvoir vous démontrer qu'une énergie cinétique nulle est tout simplement impossible, et que donc même à la température de 0 Kelvin, il y aura bien une agitation moléculaire qui est inévitable, dont on ne peut pas s'abstraire et dire, ben voilà, les particules sont immobiles. Cela n'empêche, la métaphore de l'immobilité n'est pas inutile. À température nulle en Kelvin, on peut métaphoriquement dire que les particules n'ont plus de mouvement. Ce qui nous permet aussi de déterminer la vitesse quadratique moyenne, puisque la vitesse moyenne, de la vitesse au carré est donc reliée à 3 fois la constante de Boltzmann fois la température divisée par la masse de la molécule, ce qui me permet d'avoir une idée de qu'est-ce que la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est nulle, bien entendu, puisque j'ai dit il y a autant de particules qui vont vers la gauche que vers la droite, vers le haut, vers le bas, vers vous et à l'arrière de vous. Mais ça l'empêche, on peut estimer une valeur quadratique moyenne dont on peut dire une échelle de vitesse qui est simplement 3 fois la racine carrée de 3 fois la constante de Boltzmann fois la température divisée par la masse d'une molécule. Si je multiplie en haut et en bas par le nombre d'Avogadro, je récupère ici la constante des gaz parfaits R, et ici la masse d'une molécule fois le nombre d'Avogadro me donne la masse molaire à exprimer évidemment en kilos et pas en grammes. Évidemment, l'autre théorème fondamental de la mécanique, c'est que l'énergie est conservée. S'il n'y a pas de travail de force, s'il n'y a pas de force extérieure, eh bien, effectivement, l'énergie est conservée. Donc, si je reviens à ce gaz parfait, c'est-à-dire je néglige totalement toutes les interactions possibles entre les particules, eh bien, l'énergie totale dans ce gaz, que j'appellerai U, est égale uniquement à de l'énergie cinétique, puisqu'il n'y a que du déplacement. Et donc, l'énergie totale intérieure de ce gaz est le nombre de particules que j'ai multiplié par l'énergie cinétique moyenne. Comme je connais l'énergie cinétique moyenne qui est 3,5 de R divisé par le nombre d'Avogadro fois la température en Kelvin, que le nombre de particules divisé par le nombre d'Avogadro me donne le nombre de moles,
Je trouve donc que l'énergie totale d'un corps, d'un gaz parfait, est donc égale à 3,5 fois le nombre de moles, fois la constante des gaz parfaits, fois la température en Kelvin. Comme je sais que pour un gaz, PV égale nRT, eh bien l'énergie totale dans un gaz est simplement 3,5 de la pression qui règne dans ce gaz multipliée par le volume de ce gaz. Donc, la première affirmation évidente, c'est que si vous augmentez la température d'un corps, eh bien, vous augmentez l'énergie cinétique moyenne des molécules de ce corps. Ça paraît évident. Que ce corps soit un gaz parfait, un liquide ou un solide, ça ne change pas. Dès que vous augmentez la température, vous augmentez l'énergie cinétique moyenne. Simplement, pour les liquides et les solides, le lien entre l'énergie totale et la pression n'est pas aussi simple que celui des gaz parfaits où l'énergie totale est simplement 3,5 fois la pression fois le volume. La relation entre l'énergie totale et la pression est beaucoup plus compliquée dans les liquides et dans les solides. C'est pour ça que l'on donne l'expression uniquement ici pour les gaz. Mais par contre, le théorème de l'énergie reste et que donc il est clair que si il y a un changement de température delta T, vous devez donner de l'énergie pour pouvoir effectuer ce changement de température. Donc, pour augmenter la température d'un corps, vous devez donner de l'énergie à ce corps. Je vois par contre que j'avais oublié d'allumer ma caméra. Par contre, si ce corps baisse de température, delta T est négatif, il donne de l'énergie au monde extérieur. La relation entre l'énergie et la variation de température est simple pour les gaz parfaits, mais pour tous les autres corps liquides et solides, on la simplifie aussi. On dit simplement que la quantité de chaleur donnée au reçu est certainement proportionnelle à la masse de ce corps. Ça, c'est le nombre de particules. Ça paraît évident. Plus il y a de particules, plus il y a une énergie, puisque chaque particule est associée à une énergie cinétique. Donc, la variation de quantité d'énergie donnée ou reçue va être proportionnelle, va être égale à la masse de ce corps, va être proportionnelle à la variation de température et va être proportionnelle à une constante qui dépendra simplement de la nature de ce corps. C'est-à-dire qu'on va cacher dans cette constante tous les détails qui vont lier l'énergie totale à la structure interne. Pour un gaz, c'était facile. L'énergie totale, c'est évidemment 3,5 de nRT. Le nombre de moles va déterminer la masse. Donc, on peut déterminer très facilement la constante pour des gaz parfaits. Pour les liquides et les solides, eh bien, on va au laboratoire et on mesure cette constante qui est le lien entre la quantité d'énergie que vous donnez et l'élévation de température qui s'ensuit. Et cet objet-là, cette technique-là s'appelle simplement de la calorimétrie dite simple, parce qu'on va considérer ici toute une série de situations simplistes, où par exemple, la quantité C, qui s'appelle la chaleur spécifique massique, puisque à gauche, j'ai de l'énergie, c'est-à-dire des joules, à droite, j'ai des masses, donc le kilogramme, des kelvins, l'élévation de température. Donc la constante C doit avoir des unités de joules par kilo et par kelvin. Et donc elle se porte comme nom la chaleur spécifique massique de l'objet, du liquide ou du solide ou du gaz. Maintenant, comme il y a élévation de température, cette énergie qui est là, delta Q, eh bien on va l'appeler chaleur, alors qu'il s'agit simplement d'énergie, bien entendu, mais comme cette énergie est associée à l'élévation de température, on va dire la quantité de chaleur que vous devez donner pour élever une masse M d'une élévation de température delta T. Cette quantité de chaleur delta Q sera la masse fois une chaleur spécifique de ce corps fois la variation de température de ce corps. Voici quelques exemples pour les substances en joules par kilogramme et par kelvin. Eh bien, regardez l'aluminium. Il faut 902 joules pour élever 1 kg d'aluminium d'un kelvin. Élever une température en kelvin ou en Celsius, c'est les mêmes unités, puisqu'ici, le delta T est une différence de température. Or, l'échelle de Kelvin
ou l'échelle Celsius, c'est-à-dire celle que nous utilisons dans la vie de tous les jours, n'ont pas le même zéro, bien entendu. Le 0 Kelvin est à moins 273,16 moins 273,16 Celsius, mais par contre, une variation d'un Kelvin correspond à une variation d'un Celsius. Vous regardez cette table-là et vous remarquez que les métaux, regardez le cuivre, il faut très peu d'énergie, 390 joules pour élever 1 kg de cuivre d'un Kelvin. L'argent, encore moins, d'accord, se chauffe très très vite. Regardez l'eau, un liquide. Eh bien, l'eau, il y a une quantité gigantesque, 4187 joules, ok, pour élever 1 litre d'eau, 1 kg d'eau d'un Celsius ou d'un Kelvin. C'est une des propriétés remarquables de l'eau. La quantité d'énergie nécessaire pour augmenter la température d'eau est gigantesque. De même, la température d'eau, l'eau, si elle se refroidit, va libérer évidemment une quantité d'énergie gigantesque. C'est encore comme j'ai dit, une propriété remarquable de l'eau qui fait qu'on peut dire que l'eau a une certaine inertie importante à la chaleur. Il faut donner une quantité impressionnante d'énergie pour élever la température de l'eau. De même, vous recevez une quantité impressionnante d'énergie si l'eau se refroidit, ce qui veut dire que l'eau, par exemple, sur notre planète, est généralement à une température moyenne très très stable, puisque la quantité d'énergie nécessaire pour élever l'ensemble de nos océans d'1 degré est une quantité d'énergie phénoménale. Mais par contre, revenons à notre delta Q, eh bien, même si on ne connaît pas les détails internes qui relient l'élévation de température, c'est-à-dire l'énergie cinétique moyenne, d'accord, aux différentes structures moléculaires, par contre, comme cette quantité delta Q est bien de l'énergie et qu'il y a un théorème général qui dit l'énergie est conservée, eh bien, lorsque vous mettez en présence différents corps, les uns qui se réchauffent, les autres qui se refroidissent, eh bien, la somme de tous les delta Q doit faire 0, puisqu'il n'y a rien qui se perd, rien qui se crée en termes d'énergie. Il y a simplement un transfert d'énergie possible d'un corps vers un autre corps. Et donc, les lois de Newton sur la conservation de l'énergie, ici de l'énergie cinétique s'il n'y a pas de travail de force extérieure, ce qui va être le cas dans tout ce sous-chapitre qu'on appelle calorimétrie simple, eh bien la somme de toutes les variations d'énergie de tous les corps doit faire 0. Okay. Alors évidemment, si on regarde la définition de delta T, eh bien, si la température finale est plus grande que la température initiale, le delta T est positif, donc delta Q est positif. Et donc, si la température finale est plus grande que la température initiale, c'est que le système reçoit de l'énergie. Par contre, si le delta Q est négatif, c'est-à-dire la température finale est plus petite que la température initiale, puisque rappelez-vous en physique, un delta de quelque chose veut dire ce quelque chose après moins ce quelque chose avant. Donc delta de la température veut dire la température après moins la température avant. Et si cette quantité est négative, ça veut dire que la température à la fin est plus petite que celle du début, et donc le système a dû donner de l'énergie. Donc le signe du delta Q, positif ou négatif, vous indique simplement si le système reçoit de l'énergie ou donne de l'énergie. Et comme vous êtes en calorimétrie, vous avez le droit de dire le système reçoit de la chaleur ou donne de la chaleur. Le mot chaleur étant associé à l'énergie. Et donc, je peux parfaitement, immédiatement, vous donner quelques petits exemples élémentaires. Et vous n'avez qu'à aller de nouveau sur les examens des autres années pour voir les différentes questions sur la chaleur, puisqu'il y a moyen de poser toute une série de problèmes intéressants qui traitent de la chaleur. Bien, ici, on va en faire un extrêmement simple. Quelle est la quantité d'eau à 60 degrés Celsius que je dois ajouter à 300 millilitres d'eau à 25 pour une température finale, pour obtenir une température finale de 50. Donc, mon eau chaude va passer de 60 à 50, mon eau froide va passer de 25 à 50, il y a conservation d'énergie, et donc on va voir quel est le bilan énergétique du système. Je sais que l'ensemble des delta Q doit faire 0. Okay. Quelle est la quantité d'eau à 60? Eh bien, j'ai une masse M que je ne connais pas, multipliée par la chaleur spécifique massique de l'eau, multipliée par la température finale, 50, moins la température initiale de 60.
voici la quantité d'énergie qui a été donnée par le corps de 60 qui se refroidit vers 50. Donc ceci est négatif, on le voit, 50 moins 60. Plus, qu'est-ce qui se passe pour l'autre corps? Il fait 300 millilitres, c'est-à-dire 0,3 kg. De nouveau, c'est la seule chose qu'on vous demande de connaître par cœur, c'est de savoir qu'un litre d'eau, c'est 1 kg. La chaleur spécifique de l'eau, et cette fois-ci, cette eau-là passe de 25 à 50, donc elle a reçu de l'énergie. 50 moins 25 est positif. Et la somme des deux, l'énergie totale étant, la variation d'énergie totale étant nulle, l'énergie totale étant conservée, la somme des deux doit faire 0. Et ici, ce que je cherche, c'est la masse de la quantité d'eau chaude. La chaleur spécifique de l'eau n'a pas d'importance, elle se simplifie. Alors, comme Coulomb me dit, comment sait-on que pour cet exercice, la somme des delta Q fait toujours 0 Coulomb? On ajoute toutes les variations d'énergie de tous les corps, l'énergie ne peut pas varier, la variation d'énergie totale doit toujours être 0. Donc la variation d'énergie du corps 1, plus la variation d'énergie du corps 2, plus la variation du corps 3, et ainsi de suite, la somme de tout ça doit faire 0, puisque l'énergie totale est toujours conservée. Si l'énergie totale est conservée, la variation d'énergie totale est donc nulle. Est-ce que j'ai expliqué, enfin, est-ce que j'ai répondu à ta question, Colombe? Donc, ici, je reprends l'équation. Je vois que la chaleur spécifique massique de l'eau n'a pas d'importance. Je trouve donc ici moins 10 fois la masse, plus 0,3 fois 25. Je trouve que donc la masse est de 0,75 kg. Alors, et donc je trouve que la masse étant 0,75 kg, il me faut donc 750 millilitres d'eau à 60 degrés pour, lorsque je les ajoute à 300 millilitres d'eau à 25, j'obtiens une température finale de 50. ACO me demande, dans un système, il y en a toujours un qui donne et l'autre qui reçoit. Donc, il y en a toujours un qui donne et qui reçoit au minimum. Il peut y en avoir plusieurs. L'idée, c'est que la variation, de toute façon, est nulle. Si la variation est nulle, tu es d'accord que tous les termes ne peuvent pas être positifs. Parce que si tous les termes étaient positifs, la somme de termes positifs n'est jamais nulle. Donc, il y en a bien un de ces termes qui est négatif. Donc, il y a bien un qui donne et tous les autres qui reçoivent. Ou bien tous les autres qui donnent, un qui reçoit. Il y aura toujours un de ces delta Q qui est négatif, mais on écrira toujours l'équation pour ne pas se tromper comme étant la somme de tous les delta Q fait 0. Et grâce à toujours cette même règle, la somme de toutes les variations d'énergie thermique est nulle, permet de résoudre toujours le problème. OK? Alors, il y a une unité qui n'appartient pas au système international, mais qui est toujours d'application dans la vie de tous les jours. En tout cas, si vous regardez vos paquets de biscuits ou vos aliments, c'est la fameuse calorie. Alors, la calorie était la quantité d'énergie nécessaire pour élever non pas 1 kg d'eau, mais 1 gramme d'eau d'1 degré. Voilà. Et donc, comme pour 1 kg d'eau, il faut 4187 joules, une calorie correspond à 4,187 joules. Donc, pour élever 1 gramme d'eau d'1 degré, il faut 4,187 joules. Ce qui me permet de vous montrer qu'il faut être curieux lorsque vous lisez toute une série d'informations, et entre autres des informations de type alimentaire. Sur tous les produits que vous avez, eh bien, il sera indiqué à l'arrière du produit quelle est la quantité de calories que ce produit donne. Okay? Or, ne vous fiez pas à ça parce que ça veut strictement rien dire. Et donc, je vais vous donner un exemple pour vous montrer l'absurdité de ce système et la différence fondamentale entre la compréhension réelle de qu'est-ce que l'alimentation et un calcul absolument stupide de la quantité d'énergie. Donc, voici un tableau que vous pouvez trouver partout sur Internet, qui donne ce qu'on appelle la densité d'énergie, c'est-à-dire le nombre de kilojoules par gramme que les différentes substances libèrent ou donnent. Voilà. Les lipides, c'est 37 kilojoules. Évidemment, en kilocalories, vous divisez simplement par 4,187
pour passer de la colonne de gauche à la colonne de droite. Les protéines, les glucides, etc. Et donc, on peut s'amuser, par exemple, à calculer la quantité d'énergie qu'il y a dans 100 grammes de pommes. Voilà. Alors, généralement, pour trouver la masse d'une pomme, rappelez-vous que si vous allez faire des courses, généralement, il y a 6 pommes dans un paquet d'1 kilo. Donc, en moyenne, eh bien, vous avez le 6e de 1000 grammes, le 6e de 1 kilo, ce qui fait un peu plus de 250 grammes, mais ce n'est pas grave. Voilà ce qu'on appelle la valeur nutritionnelle de 100 grammes de pommes. La valeur nutritionnelle affichée est de 52 kilocalories. Et on me dit que dans cette pomme, il y a 0,3 grammes de protéines, 13,8 grammes de glucides et 0,2 grammes de lipides. Vous vous souvenez bien sûr de vos cours de biologie et de chimie pour vous rappeler ce que sont les protéines, ce que sont les glucides et ce que sont les lipides. Alors, première note, vous voyez évidemment que si vous additionnez les grammes de glucides, 13,8 aux protéines et aux lipides qui font 0,5, vous avez 14 grammes, ce qui signifie ce que l'on répétait souvent, que dans les 100 grammes, eh bien, il y a 86 grammes d'eau. Essentiellement, les fruits, c'est de l'eau comme les légumes. Quoi qu'il en soit, continuons et voyons si c'est vrai. Okay, donc j'ai 0,3 g de protéines. Or, les protéines, on me dit que c'est 4,2 kilocalories par gramme. Donc j'ai 0,3 fois 4,2. J'ai 13,8 glucides. Les glucides, c'est 4 kilocalories par gramme. Donc je multiplie par 4. Et 0,2 des lipides. Les lipides ici sont au-dessus, 8,9 kilocalories. Je trouve 58,24 kilocalories. Alors que eux m'indiquent 52 kilocalories. Allez, disons, admettons, on n'est pas trop loin de ce qu'indique le document qui accompagne la pomme en l'occurrence. Maintenant, si je calcule qu'est-ce que ça fait comme énergie, puisque la calorie n'est pas la bonne unité internationale utilisée pour définir l'énergie, donc la kilocalorie est 4187 joules, je multiplie 58 par 4000, je vois que ça fait 243 443 joules. Admettons que ce soit vrai. Pour comparer cette énergie dite nutritive de la pomme, je vais comparer avec l'énergie potentielle. Je vais prendre une masse de 75 kg, petit g vaut 10, et je vais me demander à quelle hauteur cette pomme est capable de nous monter si on est capable d'utiliser toute la valeur nutritive de la pomme. Donc j'ai 243 000 joules, 75 kg, G vaut 10. Quelle est la hauteur H, puisqu'on sait que l'énergie potentielle pour monter d'une hauteur H est mgh. Donc on va manger cette pomme, valeur nutritive 243 000 joules. On va voir quelle hauteur je peux atteindre avec cette valeur nutritive. Et je trouve que la hauteur est de 324 mètres. Ok, c'est déjà assez aberrant, mais soit. Maintenant, j'ai mangé cette pomme. Oublions la hauteur. Je ne m'intéresse pas tellement à le fait que je puisse, en utilisant une pomme, monter de 324 mètres. Par contre, je peux me demander, ok, j'ai mangé cette pomme. Donc, j'ai normalement une valeur nutritive de 243 000 joules. Or, je sais que cette énergie n'est pas perdue. Donc, elle doit être donnée au minimum dans les réchauffements de mon corps. Mon corps a une masse M, a une chaleur spécifique C, et une élévation de température que je vais calculer de delta T. Je reprends toujours le même personnage à 75 kg. La chaleur spécifique du corps humain est un peu plus basse que l'eau. Elle vaut 3470 joules par kilo et par Kelvin. Je vais donc calculer l'élévation de température et je vois que si la valeur nutritive de la pomme est correcte, si je digère cette pomme, eh bien mon corps doit s'élever de presque 1 degré Celsius. C'est-à-dire la température corporelle étant de 37,5 à peu près, vous arrivez à une température corporelle après avoir mangé une pomme de 38 degrés. Donc si vous mangez une deuxième pomme, vous êtes à 39 degrés, c'est-à-dire que vous êtes hospitalisé. Vous comprenez bien que ce calcul est totalement ridicule, évidemment. C'est parce que ça ne tient pas du tout en compte de la réalité objective de qu'est-ce que la digestion et donc qu'est-ce que la valeur nutritive. Ce qu'on donne dans les calculs ici, ce qu'on affiche là, c'est la quantité d'énergie libérée par la combustion de ces molécules, c'est-à-dire par la destruction totale de ces molécules. D'accord ?
Et donc, évidemment que la digestion ne correspond pas à la destruction de cette molécule, mais à une modification ou à une insertion de cette molécule dans une autre structure, n'est-ce pas? Et donc, ne vous fiez jamais aux valeurs nutritionnelles des produits, que ce soit les pommes, les cornflakes, le pain, le beurre. Toutes ces valeurs sont calculées à partir d'une table de base sur la destruction entière du lipide, de la protéine, des glucides. C'est-à-dire qu'on calcule l'énergie de liaison pour que cette molécule, qui sont toutes des molécules organiques, se transforme en CO2 plus H2O. Or, la digestion n'est pas une transformation de ces molécules en CO2 plus H2O, c'est-à-dire en dioxyde de carbone plus de l'eau. À côté de l'élévation de température, il y a une autre entité importante qui nécessite de l'énergie. C'est ce qu'on appelle le changement d'état. Lorsqu'un corps passe de l'état solide à l'état liquide, et puis de l'état liquide à l'état vapeur, eh bien, il faut là aussi une quantité d'énergie. Ce qui est important que vous compreniez, c'est que lorsqu'il y a un changement d'état, lorsque par exemple la glace fond, ou bien lorsque l'eau s'évapore, l'évaporation ou la liquéfaction, c'est-à-dire le changement d'état, se fait à température constante. C'est ça qui est la définition même d'un changement d'état. Il y aura un changement d'état lorsque la température n'augmente pas alors que vous continuez à donner de l'énergie. Donc, tant que vous continuez à donner de l'énergie, la température devrait augmenter. Donc, si la température n'augmente pas, c'est qu'il y a un autre phénomène qui a lieu. Et ce phénomène-là, c'est le changement d'état. Cette fois-ci, la quantité d'énergie Q, et j'ai noté Q et pas delta Q, est égale à la masse du produit que vous êtes en train de faire changer d'état, multiplié par une constante qu'on appelle la chaleur latente. Et comme la température n'évolue pas, il n'y a évidemment pas de delta T, n'est-ce pas? Et la chaleur latente se mesure en joules par kilo et pas en joules par kilo par Kelvin, puisqu'il n'y a pas de température, il n'y a pas de modification de température. Voici quelques exemples. La température de fusion lorsque l'eau est à 0 degré et passe à l'état liquide. Regardez ce que ça vaut. Hein. Vous êtes ici à 3,34, 10 exposant 5. Donc, on est à 334 000 joules par kilo. Donc, il faut donner 334 000 joules par kilo pour faire fondre 1 kg de glace et le transformer en 1 kg d'eau, toujours à 0 degré. Alors qu'il faut seulement que 4 000 joules pour l'élever d'1 degré. Il faut 334 000 joules pour la faire fondre. Et c'est encore pire pour la vaporisation. Regardez, il faut 2 millions de joules, n'est-ce pas, pour transformer de l'eau de 100 degrés à de la vapeur d'eau, toujours à 100 degrés. Donc rappelez-vous, il n'y a pas de changement de température pour un changement d'état. Et donc, cette information, elle est très importante parce que dans la vie de tous les jours, le processus inverse existe aussi, n'est-ce pas? Lorsque de la vapeur redevient liquide à 100 degrés, elle libère 2 millions de joules par kilo de vapeur. C'est pour ça que les brûlures par vapeur d'eau sont beaucoup plus dangereuses. La vapeur d'eau vient se condenser sur votre peau et libère 2 millions de joules par kilo de vapeur. De même, si l'eau vient à se congeler, eh bien, il faut libérer 334 000 joules. Et donc, effectivement, il doit y avoir une technique pour retirer 334 000 joules à l'eau, à 1 kg d'eau, pour en faire 1 kg de glace. Le reste, évidemment, vous avez toutes les tables de chaleur de fusion et de chaleur latente de fusion et de chaleur latente de vaporisation pour tous les corps qui passent de l'état liquide de l'état solide à l'état liquide, de l'état liquide à l'état gazeux, avec la température correspondante, comme par exemple, eh bien, l'oxygène liquide, vous êtes à solide, pardon, vous êtes à moins 210, et l'oxygène liquide, eh bien, vous êtes à moins 183 degrés Celsius pour avoir de l'oxygène liquide. Et voilà la quantité d'énergie nécessaire. De nouveau, vous remarquez que c'est l'eau qui a la chaleur latente la plus élevée. Encore une fois, l'eau, qui est cette simple molécule d'H2O, a des propriétés relativement
remarquable. Excusez-moi, je vois encore une question arriver dans le chat. Le L, donc c'est pour Colombe, le L qui apparaît là, est la chaleur latente. Donc c'est son nom, chaleur latente. Ça, c'est des joules. Ça, c'est la masse en kilos. Donc la chaleur latente s'exprime en joules par kilo. Et c'est la quantité d'énergie nécessaire pour changer d'état sans changer de température. C'est pour ça qu'il n'y a pas de température ici dans l'équation. Donc la glace est à 0 degré. Vous la transformez en eau en 0 degré, eh bien il faut fournir de l'énergie. L'eau à 100 degrés bout, elle se transforme à 100 degrés de vapeur. Il faut donner de l'énergie pour transformer de l'eau à 100 degrés en vapeur à 100 degrés. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Colombe? Ce qui permet alors de résoudre un problème un tout petit peu plus compliqué. Voilà, combien de cubes de glace à 0 degré? Je dois ajouter 1 litre d'eau bouillante à 100 pour obtenir une température du mélange final à 40. On suppose que les cubes de glace ont la même masse de 20 grammes. Là, j'ai décidé de diviser le problème. Les glaçons, ils fondent d'abord. Donc, la quantité d'énergie nécessaire pour les faire fondre, c'est N glaçons multiplié par la quantité d'énergie d'un seul glaçon, qui est sa masse fois la chaleur latente. Le nombre N, je ne le connais pas. Sa masse est 20 grammes, c'est 2, 10 moins 2. Et la chaleur latente de fusion, eh bien, elle vaut 3,34 10 exposant 5. Donc, la quantité d'énergie nécessaire pour faire fondre la glace est de N fois, où N est le nombre de glaçons, le nombre de cubes, multiplié par 668 000 joules. Et puis, il faut évidemment chauffer cette eau maintenant qui est à 0. Je la chauffe à 40. Donc, j'ai une quantité d'énergie à donner, qui est le nombre de cubes de glace multiplié par la masse, multiplié par la chaleur spécifique de l'eau maintenant, puisque les glaçons sont devenus de l'eau, multiplié par l'élévation de température, qui est 40, puisque je passe de 0 degré, l'eau fondue, enfin la glace fondue, à 40 degrés. Donc, je calcule tout ça. La masse, évidemment, est la même. Entre la masse de glace et la masse d'eau, la masse se conserve, évidemment. Le volume ne se conserve pas. La masse par unité de volume ne se conserve pas. L'état ne se conserve pas, puisque quand il est glaçon, c'est un solide. Lorsque c'est de l'eau, c'est un liquide. Mais la masse, par contre, ne change pas. Elle vaut toujours 20 grammes. Et donc, je calcule que la quantité d'énergie nécessaire pour arriver à 40 degrés est N fois 3350 joules. Donc, mes glaçons doivent fondre et arriver à 40 degrés. Donc, j'ai N fois 668 plus 335, ça fait 10,03 milliers de joules. Je calcule maintenant la quantité d'énergie donnée par l'eau. L'eau, elle était à 100 degrés, elle descend à 40. J'ai 1 litre d'eau. Donc, j'ai la chaleur, 1 litre d'eau, c'est donc 1 kg. La chaleur spécifique de l'eau est de 4187 joules et le delta T vaut moins 60. Donc, la quantité d'énergie libérée par l'eau est de moins 251 000 joules. J'additionne les deux, ça doit faire 0, puisque tout ce qui est donné par l'eau doit être récupéré par les glaçons. Et j'arrive donc à une équation qui me permet de trouver que N vaut à peu près 25. Donc, il faut 25 cubes de glace de 20 grammes pour arriver à une température finale de 40 degrés. D'accord? Et donc, vous aviez 1 litre d'eau bouillante. Vous allez ajouter 25 glaçons de 20 grammes. Ça fait 500 grammes. OK, donc vous allez arriver à 1,5 kg d'eau à 40 degrés. Et donc, vous allez avoir dans les exercices que vous trouverez aussi bien dans les examens que dans les séances de séminaire, toute une série d'applications de cette calorimétrie élémentaire qui permet de déterminer la quantité d'énergie que vous devez donner à un corps pour élever sa température ou pour faire un changement d'état. Alors, avant de faire le petit break, évidemment, je ne vais pas aborder ça dans le détail, mais il y a variation de volume par variation de température. La masse des corps ne change pas, mais leur volume, oui. Et de nouveau, le volume d'un corps, si vous réfléchissez, c'est aussi une valeur moyenne. Il y a une distance entre atomes, il y a une distance entre molécules,
Eh bien, cette distance moyenne, si vous avez n molécules, va vous déterminer le volume correspondant. Si vous augmentez la température, vous augmentez la distance moyenne entre les atomes et entre, bien sûr, les molécules. On peut montrer que la variation de volume delta V va être proportionnelle à delta T et proportionnelle au volume que vous avez, multiplié par une constante 3 fois alpha, où alpha est simplement la variation qui est exprimée en par Kelvin, puisqu'ici c'est des mètres cubes, V c'est des mètres cubes, delta T c'est des kelvins, donc alpha doit avoir comme unité des kelvins exposant -1. Ça vous donne une variation de volume quand la température change. Regardez, l'eau c'est 69 et l'huile d'olive a une variation à peu près 10 fois supérieure en termes de volume que l'eau. Et donc l'élévation de température conduit à une variation de longueur, une variation de volume. Et donc les êtres humains doivent tenir compte de cela lorsqu'ils construisent par exemple des ailes d'avion ou qui mettent en contact des rails de chemin de fer. Eh bien ces rails vont chauffer, donc ils vont se dilater et donc il faut faire attention que le rail ne se déforme pas. Même l'aile d'avion au sol est peut-être à une température de 20 degrés. L'aile d'avion va monter en atmosphère, en hauteur jusqu'à 10 000 mètres où la température extérieure est de -50 degrés. Eh bien là, les ailes et toutes les structures métalliques vont se contracter plutôt que se dilater. Et il faut donc que la contraction de cet objet ne détruise pas, évidemment, la structure. Camille me demande où peut-on trouver les anciens examens. Tous les anciens examens sont sur l'université virtuelle. Et dans la chaîne YouTube, j'ai quelques films de correction d'exercices d'examen. Et les films portent les noms de matières, je sais pas, chaleur, électricité, circuit électrique, et ainsi de suite. Alpha, pour répondre à Co, correspond à la proportionnalité entre la variation de longueur et la longueur. L'équation dit la variation de la longueur, c'est dilatation du corps, la variation de la longueur est proportionnelle à la longueur elle-même, c'est-à-dire que plus l'objet est long, plus il se dilate, multiplié par la variation de température, multiplié par un coefficient qui dépend de la matière en question, donc ici eau, argent, acier, aluminium, etc. Et ce coefficient alpha est donc le lien de proportionnalité entre la variation de la longueur et la variation de température. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Camille? Et donc, on va faire un petit break puisqu'il est 13h53. On reprend le cours à 14h puisqu'on va travailler sur les mécanismes de transfert de la chaleur. Sur l'UV, Lucie me dit que sur l'UV, je ne vois que les examens du Q1. Peut-être, mais alors je vais poster les autres puisqu'ils sont normalement dans donc il se trouve dans l'UV des BIME, bien entendu, et aussi dans l'UV, l'université virtuelle des vétérinaires, dans le cours numéro 2, puisque les vétérinaires, rappelez-vous, ont 2